Personne dans cette famille n'avait parlé de cette Renault Alpine depuis que son mari était mort déshonoré. On disait qu'il avait détruit son propre nom avec cette voiture. Quand Élise ouvrit le garage et posa sa main sur le capot, sa belle-mère fut claire « Ne touche pas à ça !» Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas, et ce qu'elle découvrit en silence mettrait des décennies de honte en jeu. « Mon ami, laisse-moi te poser une question sincère. Aurais-tu le courage de toucher à quelque chose qui a détruit la réputation de ta propre famille? Dis-moi en commentaire ce que tu ferais. Écoutez, mes chers amis, il y a des histoires qu'on porte dans notre cœur, sans même savoir vraiment le poids qu'elles ont. Et celle-ci est de celles qui touchent le cœur de quiconque a déjà eu un mari mécanicien, un rêve brisé, ou une alpine bleue cachée au fond d'un garage poussiéreux attendant justice. Cette histoire commence par une fin. Comme souvent, les plus belles rédemptions commencent par les tragédies les plus sombres. Élise Moreau avait 32 ans lorsqu'elle reçut l'appel qui changerait tout. C'était un mardi matin de novembre, le genre de matinée parisienne où le ciel bas et gris semble peser sur les épaules de toute la ville. La pluie battait contre les fenêtres de son appartement du 20e arrondissement, ces gouttes persistantes qui tambourinent comme des doigts impatients contre le verre. Elle était en train de préparer son café, encore en pyjama, ses cheveux châtains attachés en un chignon négligé, quand son téléphone vibra sur le comptoir de la cuisine. Le nom qui s'affichait sur l'écran lui fit froncer les sourcils. Françoise, sa belle-mère. Elle ne s'était pas parlé depuis presque 2 mois, depuis cette dispute tendue lors du dernier dîner de famille, où les non-dits planaient comme des nuages d'orage au-dessus de la table. « Allô ?» La voix de Françoise était méconnaissable, brisée, tremblante, chargée d'une douleur si viscérale qu'Élise sentit immédiatement son estomac se nouer. « Élise, ma chérie, c'est Thomas. Il est mort. » Le monde d'Élise s'arrêta. Pas un ralentissement dramatique comme dans les films, non. Un arrêt brutal, violent, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de sa vie. Le téléphone glissa légèrement dans sa main devenue moite. « Quoi? Comment ?» Ce matin, dans son atelier. Le médecin dit que c'était une crise cardiaque foudroyante. Il n'a pas souffert, ils disent. Il était seul. Il travaillait sur cette maudite voiture. Élise s'assit lentement sur l'une des chaises de sa petite cuisine, les jambes soudainement trop faibles pour la porter. Thomas, son mari, l'homme avec qui elle avait partagé 7 années de sa vie. 3 années de mariage compliqué et 4 années de séparation non officialisée. Mort, à 40 ans. Le cœur, cet organe sur lequel Thomas avait tant compté pour pomper l'adrénaline lors de ses courses, pour alimenter sa passion dévorante pour les moteurs, l'avait trahi de la manière la plus définitive possible. Les funérailles se déroulèrent 3 jours plus tard, sous un ciel gris de Lyon qui semblait pleurer avec les endeuillés. Le petit cimetière de Villeurbanne, avec ses allées pavées glissantes et ses cyprès sombres, accueillait la procession de personnes venues dire adieu à Thomas Moreau. Élise portait une robe noire simple, un manteau de laine sombre et des lunettes de soleil même sous ce ciel sans soleil, parce qu'elle ne voulait pas que les gens voient ses yeux rouges et gonflés. Pas parce qu'elle était profondément amoureuse de Thomas, leur mariage s'était effrité depuis longtemps, miné par ses absences, ses secrets, son obsession grandissante pour un projet qu'il refusait de partager avec elle, mais parce qu'il avait été une partie importante de sa vie, parce que malgré tout, il y avait eu de l'amour, du respect, de la complicité autour de leur passion commune pour la mécanique. Françoise Moreau, 63 ans, se tenait près de la tombe, le visage ravagé par le chagrin. Perdre un enfant, peu importe l'âge de cet enfant, est une douleur contre nature, un renversement de l'ordre des choses qui laisse un trou béant dans l'âme. Elle portait un tailleur noir strict, ses cheveux gris tirés en un chignon serré, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle jeta la première poignée de terre sur le cercueil. Élise s'approcha, posa une main sur l'épaule de sa belle-mère. Françoise se tourna vers elle, et pour la première fois depuis des mois, les 2 femmes se regardèrent vraiment. « Je suis désolée, Françoise, je sais que vous étiez proche. » Françoise hocha la tête, incapable de parler. Puis,
Dans un murmure presque inaudible, elle dit quelque chose qui planta la première graine de curiosité dans l'esprit d'Élise. Il travaillait sur quelque chose qu'il voulait finir, quelque chose qu'il disait, qui effacerait tout. La réception qui suivit les funérailles eut lieu dans un petit restaurant lyonnais traditionnel. Un bouchon avec ses nappes à carreaux et son odeur de vin et de viande mijotée. Les gens mangeaient, buvaient, racontaient des anecdotes sur Thomas. Ces histoires qu'on raconte toujours lors des enterrements pour rendre le mort plus vivant dans la mémoire collective. Mais Élise remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait des groupes distincts de personnes qui ne se mélangeaient pas. D'un côté, les amis proches de Thomas, des mécaniciens, des passionnés d'automobile qui parlaient à voix basse en lançant des regards nerveux vers Élise et Françoise. De l'autre, des connaissances plus éloignées, des voisins, de la famille. Et entre les deux groupes, un fossé invisible mais palpable. Élise se servit un verre de vin rouge et s'approcha discrètement du groupe de mécaniciens. Elle reconnaissait certains visages, des hommes qui avaient travaillé avec Thomas, qui avaient partagé sa passion pour les voitures de course. Mais quand elle arriva près d'eux, les conversations s'arrêtèrent net. Un silence gêné s'installa. « Bonjour », dit-elle simplement. Les hommes hochèrent la tête, marmonnèrent des condoléances, mais personne ne semblait vouloir prolonger la conversation. C'est alors qu'elle entendit, venant d'un homme plus âgé qui ne l'avait pas vu s'approcher, une phrase qui la figea sur place. Il n'aurait jamais dû toucher à cette Alpine. C'était de l'orgueil, rien d'autre. Il voulait prouver quelque chose qu'il ne pouvait pas prouver. Après charade, il aurait dû laisser tomber. L'homme qui avait parlé, un certain Gérard, ancien client de Thomas, réalisa soudain qu'Élise était juste derrière lui. Son visage devint rouge. Il bafouilla des excuses et s'éloigna rapidement, suivi par ses compagnons. Élise resta plantée là, le verre de vin à la main, le cerveau tournant à plein régime. Alpine, charade, prouver quelque chose. De quoi parlait-il? Elle chercha Françoise du regard et la trouva assise, seule à une table dans un coin, fixant son assiette intouchée. Élise s'assit en face d'elle. « Françoise, de quelle Alpine parle-t-il ? Qu'est-ce qui s'est passé à Charade ?» La belle-mère leva les yeux et Élise y vit une telle lassitude, un tel fardeau, qu'elle comprit que cette histoire était lourde, complexe, douloureuse. « Ma chérie, c'est du passé, des vieilles histoires. Ça ne sert à rien de... Françoise, dites-moi, s'il vous plaît, j'ai le droit de savoir. » Un long silence. Puis Françoise soupira, prit une gorgée de son verre d'eau et commença à parler. Il y a 2 ans, Thomas a participé aux 24 heures de Charade. Tu sais, cette course d'endurance amateur sur le vieux circuit d'Auvergne. Il avait préparé une Alpine A110, une vieille voiture des années 70 qu'il avait achetée Dieu sait où et sur laquelle il avait travaillé pendant des mois. Il ne parlait que de ça. Il disait que ce serait son chef-d'œuvre, la voiture qui montrerait ce dont il était vraiment capable. Il ne voulait même pas que tu le saches. Il voulait que ce soit une surprise. Élise écouta, le cœur serré. Françoise continua. Pendant la course, après seulement 3 heures, le moteur a explosé. Pas juste une panne normale, non. Une explosion catastrophique. De l'huile partout sur la piste, les voitures derrière qui ont dérapé. Un carambolage. 5 voitures impliquées. Heureusement, personne n'a été gravement blessé, mais Thomas a été banni à vie de toute compétition en France. Les experts ont dit que c'était une préparation amateur, négligente, dangereuse. Thomas n'a jamais contesté. Il a accepté le blâme, fermé son atelier de préparation, et depuis ce jour, il s'est enfermé dans son autre atelier, celui de Vèze, sans parler à personne de ce qu'il faisait. Élise sentit sa gorge se serrer. Thomas, si fier, si méticuleux, accusé de négligence technique, c'était impensable. Elle avait travaillé avec lui. Elle avait vu comment il traitait chaque moteur comme une œuvre d'art, comment il vérifiait et revérifiait chaque couple de serrage, chaque alignement, chaque mesure. Il ne pouvait pas avoir été négligent. Pas lui. « Où est cette Alpine maintenant ?» demanda-t-elle. Françoise détourna le regard.
dans son atelier de Vèze. Il l'a cachée là-bas. Il ne voulait pas que je la voie. Il ne voulait pas en parler. Mais je sais qu'il y travaillait encore, qu'il essayait de comprendre ce qui s'était passé. Ça le rongeait, Élise. Ça l'a tué. Élise posa sa main sur celle de Françoise. « Je veux voir cette voiture. »« Non, ma chérie, laisse tomber. Laisse-le reposer en paix. » Françoise, je suis ingénieur en dynamique des moteurs. J'ai passé 10 ans chez Renault à analyser des défaillances que tout le monde disait inexplicables. Si quelqu'un peut découvrir ce qui s'est vraiment passé, c'est moi. Je lui dois ça. Je nous dois ça. Françoise la regarda longuement, puis finalement hocha la tête et sortit de son sac à main un trousseau de clés. L'atelier de Vèze. L'adresse est sur l'étiquette. Mais Élise, s'il te plaît, fais attention. Cette voiture porte une malédiction. Une semaine après les funérailles, Élise se retrouva devant un bâtiment industriel modeste dans le quartier de Vèze, sur la rive droite de la Saône. C'était un mercredi matin froid et humide, avec cette brume lyonnaise qui rend les contours des bâtiments flous et fantomatiques. L'atelier de Thomas était coincé entre une imprimerie et un entrepôt de meubles, une structure en béton et métal avec une grande porte coulissante rouillée et des fenêtres sales qui n'avaient pas été nettoyées depuis des années. Élise sortit le trousseau de clés de sa poche. Ses mains tremblaient légèrement. Non pas de froid, mais d'anticipation mêlée d'appréhension. Elle glissa la clé dans la serrure, la tourna et sentit le mécanisme céder avec un clic métallique. Elle poussa la porte, qui grinça sur ses rails, avec un son plaintif qui résonna dans le silence du matin. L'intérieur était plongé dans la pénombre. L'odeur la frappa en premier. Cette senteur familière et reconnaissable entre toute d'huile moteur, de solvant, de métal, de poussière et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus subtil. L'odeur de l'obsession, du travail acharné, des nuits blanches passées à poursuivre un but insaisissable. Élise chercha l'interrupteur à tâtons et alluma les néons. Ils grésillèrent quelques secondes avant de s'illuminer complètement, révélant l'atelier dans toute sa désolation. C'était un espace rectangulaire d'environ 100 mètres carrés avec un plafond haut, traversé de poutres métalliques apparentes. Les murs étaient couverts d'étagères métalliques remplies d'outils, de pièces détachées, de bidons d'huile, de cartons étiquetés avec une écriture que Élise reconnut immédiatement comme celle de Thomas. Au centre de l'espace, plusieurs établis encombrés d'instruments de mesure, de microcomètres, de comparateurs, de clés dynamométriques. Et au fond, dans l'angle le plus sombre de l'atelier, recouverte d'une bâche grise épaisse, une forme basse et élégante qui ne pouvait être qu'une chose. Le cœur d'Élise se mit à battre plus fort. Elle traversa lentement l'atelier, ses pas résonnant sur le sol de béton, évitant des pièces éparpillées ici et là, des bidons vides, des chiffons usagés. Elle s'arrêta devant la forme recouverte, tendit la main, hésita un instant, puis saisit un coin de la bâche et tira d'un coup sec. Ce qui apparut lui coupa le souffle. Une Renault Alpine A110 de 1973 dans sa livrée bleue iconique. Ce bleu profond et vibrant qui avait fait la légende de cette voiture lors des rallyes des années 70. La peinture était impeccable, comme si la voiture venait de sortir d'une restauration professionnelle. Les lignes de la carrosserie en fibre de verre étaient parfaites. Cette silhouette de goutte d'eau si reconnaissable, basse, élégante, aérodynamique. Mais en s'approchant, Élise réalisa que cette Alpine n'avait rien d'une voiture de collection restaurée pour les concours d'élégance. C'était une machine de guerre. Les élargisseurs d'ailes en carbone qui ajoutaient 10 cm de largeur de chaque côté, les freins Brembo, ventilés et percés qu'on apercevait à travers les jantes forgées. La cage de sécurité chromolie visible à travers les vitres, un enchevêtrement de tubes soudés qui transformait l'habitant cosy d'origine en cockpit de course pure et dure. Les sièges baquets Recaro avec harnais 6 points, le volant Momo en cuir perforé avec sa bande rouge en haut pour indiquer le point mort,
le différentiel à glissement limité dont elle pouvait voir les fixations renforcées sous le châssis en se penchant. Élise fit le tour de la voiture, incrédule, touchant la carrosserie du bout des doigts, comme si elle craignait que la voiture ne disparaisse si elle la touchait trop fort. Pourquoi Thomas ne lui en avait-il jamais parlé? Pourquoi avoir caché ce projet, cette passion, cette obsession? Ils étaient censés être partenaires, partager leur amour des voitures, de la mécanique. Quand leur relation avait-elle commencé à se fissurer au point que son mari préfère travailler en secret sur un projet de cette envergure plutôt que de le partager avec elle? Elle sentit une vague de tristesse mêlée de colère monter en elle, mais elle la repoussa. Ce n'était pas le moment. Elle était là pour comprendre, pas pour ruminer des regrets. Elle ouvrit le capot arrière de l'Alpine. Contrairement aux voitures modernes où le moteur est à l'avant, l'Alpine A110 avait son moteur monté en position centrale arrière, juste derrière les sièges. Le capot basculant en fibre de verre translucide se souleva avec un sifflement hydraulique, révélant le compartiment moteur. Et là, Élise resta bouche bée. Le moteur qui se trouvait là était une œuvre d'art mécanique absolue. Ce n'était pas le petit 4 cylindres Renault d'origine, ce modeste propulseur de 1300 cm3 qui équipait les Alpines de série. Non. C'était un bloc en aluminium massif, usiné sur mesure, avec des ailettes de refroidissement profondes qui lui donnaient un aspect presque sculpturesque. Les pistons forgés Wiseco brillaient à travers les orifices d'inspection. Le vilebrequin en acier nitruré, visible par le carter inférieur transparent en polycarbonate, était une pièce d'usinage de précision qui devait avoir coûté une fortune. La culasse avait été entièrement retravaillée, avec des arbres à cames de compétition, des soupapes en titane, des ressorts de distribution renforcés. Le système d'injection électronique était un Motec programmable, le même qu'on trouvait sur les voitures de Formule Renault. Les collecteurs d'admission et d'échappement étaient en acier inoxydable poli, avec des soudures si parfaites qu'elles ressemblaient à des cordons de perles métalliques. Mais quelque chose clochait, terriblement. Le bloc moteur présentait une fissure massive, une ligne de rupture irrégulière qui partait du carter inférieur et remontait jusqu'au cylindre. Ce n'était pas une petite fissure capillaire. C'était une rupture catastrophique, le genre de dommage qui ne laisse aucun doute sur la violence de la défaillance qui l'a causée. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait vu beaucoup de moteurs cassés dans sa carrière, des pistons fondus, des bielles pliées, des vilebrequins cassés, des culasses fissurées. Mais une fissure de cette ampleur dans un bloc, c'était rare, et ça pointait toujours vers quelque chose de très spécifique. Elle se redressa et commença à fouiller dans l'atelier. Il devait y avoir des documents, des notes, quelque chose qui expliquerait ce que Thomas avait fait, comment il avait préparé ce moteur, quelles modifications il avait apportées. Elle trouva sur l'un des établis un classeur épais rempli de feuilles volantes, des factures de pièces détachées, des catalogues de fournisseurs annotés, des calculs manuscrits, des diagrammes, des schémas techniques. Et au milieu de tout ça, une coupure de journal jauni, soigneusement pliée. Élise la déplia avec précaution. Le papier était fragile, presque friable. Le titre disait « Drame aux 24 heures de charade ». Une Alpine explose en pleine course. L'article, daté de juin 2022, racontait l'incident en détail. Comment Thomas Moreau, préparateur lyonnais et pilote amateur, avait inscrit son Alpine A110 personnel à la course d'endurance. Comment, après 3 heures de course intense, alors qu'il était en tête de sa catégorie et réalisant des temps au tour impressionnants, son moteur avait soudainement explosé de manière spectaculaire dans la ligne droite des tribunes. L'article décrivait la scène. De l'huile projetée sur toute la largeur de la piste, une traînée noire et glissante, les voitures suivantes qui freinaient en catastrophe, certaines perdant le contrôle, un carambolage impliquant 5 véhicules. Heureusement, aucun blessé grave, quelques contusions, du matériel détruit, mais tous les pilotes avaient pu sortir de leur voiture. L'article continuait avec le témoignage d'un expert automobile présent sur place, un certain Michel Dufour,
commissaire technique de la Fédération française du sport automobile. Ces mots étaient durs, sans appel. Cette défaillance est clairement le résultat d'une préparation amateur ne respectant pas les normes de sécurité élémentaires. Le moteur présentait des signes évidents de sursollicitation, sans les protections techniques appropriées. M. Moreau a pris des risques inconsidérés, non seulement pour lui-même, mais pour tous les autres participants. C'est inacceptable dans le cadre d'une compétition, même amateur. Thomas avait été cité brièvement dans l'article. J'accepte l'entière responsabilité de cet incident. Je n'ai d'excuses à offrir qu'à mes collègues pilotes que j'ai mis en danger. Je me retire de la compétition automobile. Élise relut l'article 2 fois, 3 fois, essayant de faire correspondre les mots avec l'homme qu'elle connaissait. Thomas, méticuleux jusqu'à l'obsession. Thomas qui passait des heures à équilibrer des ensembles rotatifs au centième de gramme près. Thomas qui vérifiait chaque couple de serrage avec une clé dynamométrique calibrée. Comment avait-il pu commettre une erreur si grossière, si dangereuse? À moins qu'il n'ait pas commis d'erreur. À moins que quelque chose d'autre, quelque chose que personne n'avait compris à l'époque, ne se soit produit. Élise replia soigneusement l'article et le glissa dans sa poche. Elle retourna vers l'Alpine, s'agenouilla près du moteur et commença à l'examiner avec l'œil d'une ingénieure, pas d'une épouse endeuillée. Elle sortit son téléphone et prit des dizaines de photos sous tous les angles. La fissure du bloc, les composants internes visibles, les systèmes périphériques, chaque détail qui pourrait révéler un indice. Puis elle se releva, épousseta ses genoux et prit une décision. Elle allait découvrir ce qui s'était vraiment passé. Elle allait démanteler ce moteur pièce par pièce, l'analyser avec toute la rigueur scientifique dont elle était capable, et elle allait trouver la vérité. Pour Thomas, pour elle-même, pour que son mari puisse reposer en paix, son nom lavé de cette accusation de négligence qui l'avait hanté jusqu'à sa mort. Elle regarda autour d'elle dans l'atelier. Tous les outils étaient là, les instruments de mesure, les équipements de diagnostic. Thomas avait transformé cet endroit en un véritable laboratoire de recherche mécanique. Elle n'avait qu'à prendre le relais là où il s'était arrêté. Élise sortit de l'atelier, ferma soigneusement la porte derrière elle et se dirigea vers sa voiture garée dans la rue. Elle avait des coups de téléphone à passer. Elle allait avoir besoin d'aide, d'équipements spécialisés et surtout, elle allait devoir prendre un congé de son travail chez Renault. Cette enquête allait prendre du temps, beaucoup de temps. Mais elle avait toute la détermination du monde. Les 3 semaines suivantes furent les plus intenses de la vie d'Élise. Elle prit un congé sans solde chez Renault, expliquant à son chef de service qu'elle devait régler des affaires familiales urgentes suite au décès de son mari. Son supérieur, un homme compréhensif nommé Laurent, lui accorda 6 mois sans poser de questions. Élise loua un petit studio meublé à 2 rues de l'atelier de Vèze, un espace minuscule avec juste un lit, une kitchenette et une salle de bain, mais c'était tout ce dont elle avait besoin. L'essentiel de son temps serait passé dans l'atelier. Elle vida son compte épargne, retirant 20 000 € qu'elle avait mis de côté au fil des années, de l'argent qu'elle et Thomas avaient prévu d'utiliser pour acheter un appartement plus grand. Cet argent servirait maintenant à financer son investigation. Elle acheta des équipements de diagnostic supplémentaires, un endoscope numérique haute définition, un analyseur de spectre vibratoire portable, des instruments de mesure de précision, encore plus avancés que ceux que Thomas possédait déjà. Elle contacta également d'anciens collègues de Renault, des spécialistes en métallurgie, en analyse de contraintes, en dynamique des fluides. Certains acceptèrent de l'aider, intrigués par le défi technique que représentait cette Alpine mystérieuse. Le premier jour de son investigation officielle, Élise arriva à l'atelier à 7 heures du matin, avec 2 thermos de café et un sac rempli de sandwichs. Elle allait passer la journée entière, et probablement la nuit, à documenter chaque aspect de ce moteur avant de commencer à le démonter.
Elle installa un système d'éclairage professionnel autour de l'Alpine, des projecteurs LED qui éliminaient toute ombre et permettaient de photographier dans des conditions optimales. Puis elle sortit son appareil photoréflexe numérique, celui qu'elle utilisait chez Renault pour les rapports techniques, et commença une séance photo exhaustive. Chaque angle du moteur, chaque composant, chaque raccord, chaque durite, chaque câble. Elle prit plus de 300 photos ce premier jour, créant une archive visuelle complète qui lui permettrait de reconstituer mentalement le moteur même après l'avoir démonté. Le deuxième jour, elle commença à prendre des mesures. Elle utilisa un micromètre numérique pour mesurer l'épaisseur du bloc à différents endroits, cherchant des zones d'amincissement anormales qui pourraient indiquer une contrainte excessive. Elle mesura les jeux entre les différents composants, l'alignement des paliers de Vilebrequin, la circularité des cylindres. Chaque mesure était notée dans un cahier technique avec une précision obsessionnelle. Le troisième jour, elle appela Marc Dubois, un ancien collègue de Renault qui était maintenant consultant indépendant en analyse vibratoire. Marc était un homme dans la cinquantaine, avec une barbe grisonnante et des lunettes à double foyer qui lui donnaient un air de professeur distrait. Mais derrière cette apparence bonhomme se cachait un des meilleurs spécialistes en dynamique des systèmes mécaniques de toute la France. « Élise, tu me demandes de venir à Lyon un dimanche pour regarder un vieux moteur d'Alpine. Tu sais que mes tarifs de consultation sont de 500 € par jour, n'est-ce pas? » Marc, c'est important. Je pense qu'il y a quelque chose que personne n'a vu. Quelque chose lié aux vibrations torsionnelles. Si j'ai raison, ça pourrait expliquer une défaillance catastrophique que tout le monde a attribuée à de la négligence. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Vibration torsionnelle sur un moteur 4 cylindres, c'est plutôt rare mais pas impossible. D'accord, tu as piqué ma curiosité. Je serai là dimanche matin. Amène ton équipement complet. On va faire ça comme il faut. Le dimanche, Marc arriva à 9 heures précises, conduisant une Citroën C5 Break remplie de mallettes d'équipement. Il sortit de la voiture, s'étira, regarda le bâtiment de l'atelier avec un sifflement appréciateur. « Alors, c'est là que ton mari cachait son projet secret ?» Élise hocha la tête et le guida à l'intérieur. Quand Marc vit l'Alpine, son expression changea immédiatement. L'amusement laissa place à un intérêt professionnel intense. « Waouh, c'est du sérieux. Cette voiture a été préparée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. » Élise sentit une bouffée de fierté et de tristesse mêlée. Elle ouvrit le capot arrière, révélant le moteur fissuré. Marc s'approcha, sortit une lampe torche de sa poche et examina le bloc pendant plusieurs minutes en silence. Quand il se redressa, son visage était grave. Cette fissure. Elle ne part pas de la chambre de combustion. Elle part du carter inférieur, près des paliers de Vilebrequin. Ce n'est pas une défaillance thermique, Élise, c'est structurel. Je sais, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je pense que c'est lié aux vibrations, mais j'ai besoin de ton expertise pour le prouver. Marc hocha la tête et commença à déballer son équipement. Il installa un accéléromètre triaxial sur différents points du bloc moteur, connecta les capteurs à un analyseur de spectre et prit des mesures de la structure même du bloc, cherchant ses fréquences de résonance naturelle. Ensuite, il sortit son endoscope numérique, une sonde flexible avec une caméra haute définition à son extrémité, et commença à explorer l'intérieur des cylindres sans avoir à démonter quoi que ce soit. Les images qui apparurent sur l'écran LCD de l'endoscope étaient révélatrices. Les pistons ne présentaient aucun signe de fusion thermique. Les parois des cylindres étaient légèrement ternies par l'utilisation, mais sans les traces caractéristiques de grattage ou de surchauffe. Les soupapes, visibles depuis le dessus, étaient intactes, sans traces d'impact ou de déformation. Marc et Élise échangèrent un regard. « Ce moteur n'a pas explosé à cause d'une surchauffe ou d'une détonation, dit Marc lentement. Il n'y a aucun dommage thermique. Les pistons sont parfaits. » Exactement, confirma Élise, ce qui signifie que le problème n'était pas dans la combustion, pas dans le mélangeur carburant, pas dans le calage de l'allumage. Le problème était ailleurs.
Marc se gratta la barbe pensif. « Montre-moi le vilebrequin. » Élise le guida vers l'avant du moteur, où le vilebrequin sortait du bloc pour entraîner les accessoires. À l'extrémité du vilebrequin était fixé un disque métallique, un amortisseur de vibration torsionnelle. Marc le retira délicatement et l'examina sous une loupe. C'est un amortisseur d'origine pour un moteur de série produisant environ 90 chevaux. Il est dimensionné pour un moteur avec un volant moteur lourd, celui qui était monté d'origine sur les Alpines. Élise sentit son cœur s'accélérer. Et si le moteur avait été modifié avec un volant ultra léger? Marc leva les yeux brusquement. Alors l'amortisseur ne serait plus adapté. La réduction de masse à l'arrière du vilebrequin changerait complètement les fréquences de vibration torsionnelle. Si le moteur tournait à un régime où ces vibrations entrent en résonance avec la structure du bloc, la fatigue du matériau, une fissure progressive qui finit par céder catastrophiquement, termina Élise. Ils se regardèrent et Élise vit dans les yeux de Marc la même excitation qu'elle ressentait. Il venait peut-être de découvrir la vérité. « Il faut qu'on vérifie le volant moteur, dit Marc. Si Thomas a installé un volant ultra léger sans adapter l'amortisseur, c'est ça notre cause. C'est une erreur que personne n'aurait pu prévoir dans les années 2020, parce que l'analyse harmonique des systèmes moteurs n'était pas encore vraiment répandue en préparation amateur. Élise et Marc passèrent le reste de la journée à démonter méthodiquement l'arrière du moteur pour accéder au volant moteur. C'était un travail long et minutieux. Il fallait d'abord retirer la transmission, puis la cloche d'embrayage, puis l'embrayage lui-même. Finalement, après 4 heures de travail, le volant moteur fut accessible. Et là, la confirmation de leur hypothèse s'imposait d'elle-même. Le volant moteur était un disque en aluminium aéronautique de la marque française JPR Racing, ultra léger, usiné avec des cavités et des perforations pour réduire le poids au maximum. Marc le souleva et le pesa sur une balance de précision. 2 kg 800 grammes. Le volant d'origine devait peser dans les 12 kilos. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Pas maintenant, pas encore. Marc, si je comprends bien, quand Thomas a installé ce volant ultra léger, il a réduit drastiquement l'inertie rotative à l'arrière du vilebrequin. L'amortisseur d'origine, calculé pour fonctionner avec un volant lourd, est devenu inefficace. Les vibrations torsionnelles ont augmenté. Et pendant la course d'endurance, avec le moteur qui tournait à haut régime pendant des heures, le bloc a fatigué progressivement jusqu'à la rupture, compléta Marc. Ce n'était pas une erreur de préparation du moteur en lui-même, c'était une erreur de conception du système dans son ensemble, et c'est le genre d'erreur qu'on ne peut détecter qu'avec une analyse modale avancée, des simulations par éléments finis, des outils que les préparateurs amateurs n'ont pas. Marc se tourna vers Élise, et elle vit dans son regard une profonde compassion. « Élise, ton mari n'a pas été négligent. Il a été victime d'un phénomène physique que pratiquement personne dans le milieu de la préparation automobile amateur ne comprenait à l'époque. Même aujourd'hui, en 2024, beaucoup de préparateurs ne connaissent pas l'importance de l'amortisseur harmonique. » Élise s'assit sur un établi, les jambes soudain trop faibles. Alors tout ce qu'on lui a reproché, tout ce blâme, toute cette honte, c'était injuste. Il avait raison depuis le début. Son travail était impeccable. C'était juste la physique qui l'a trahi. Marc posa une main sur son épaule. Maintenant, il faut que tu décides ce que tu veux faire avec cette information. Tu peux laisser les choses comme elles sont, sachant la vérité pour toi-même. Ou tu peux prouver au monde entier que Thomas Moreau n'a jamais été négligent. Élise leva les yeux vers Marc, et dans son regard brillait maintenant une détermination féroce. « Je vais reconstruire ce moteur, correctement cette fois, avec le bon amortisseur harmonique, et je vais le faire fonctionner, et ensuite je vais retourner à Charade et terminer ce que Thomas a commencé. » Marc sourit lentement. « Alors on a du travail, beaucoup de travail. » La reconstruction du moteur de l'Alpine prit 6 mois complets. 6 mois pendant lesquels Élise
ne vécut pratiquement que dans l'atelier de Vèze, dormant quelques heures par nuit dans son petit studio, mangeant des sandwichs et des plats à emporter, consacrant chaque minute de veille à ce projet qui était devenu plus qu'une simple réparation mécanique. C'était devenu une quête, une mission, une obsession qui d'une certaine manière la rapprochait de Thomas plus que leur mariage ne l'avait jamais fait. Elle comprenait maintenant ce qu'il avait ressenti, cette pulsion irrésistible de prouver quelque chose, de repousser les limites, de créer quelque chose de parfait. La première étape fut de trouver un nouveau bloc moteur. Celui de Thomas était irrécupérable, la fissure étant trop profonde et trop étendue pour être réparée, même par soudure spécialisée. Élise passa 2 semaines à appeler tous les spécialistes de pièces alpines en France, en Belgique, en Allemagne. Les blocs moteurs vierges de Renault de Gordini pour Alpine à 110 étaient devenus extrêmement rares. La production avait cessé dans les années 90 et la plupart des blocs encore en circulation avaient déjà été utilisés, réalisés, retouchés. Elle finit par localiser un bloc vierge chez un collectionneur de Strasbourg, un homme dans les 70 ans nommé Hermann, qui possédait un véritable musée privé de pièces Renault Sport. Le bloc était encore dans son emballage d'origine des années 70, avec sa peinture bleue, d'usine intacte. Hermann voulait 12 000 € pour la pièce. C'était un prix exorbitant, mais Élise paya sans négocier. Le bloc arriva 1 semaine plus tard, transporté par un service de livraison spécialisé pour pièces de collection. Quand Élise déballa la caisse en bois et posa les yeux sur ce bloc immaculé, encore graissé avec la protection d'usine originale, elle sentit un frisson d'excitation. C'était sur cette base qu'elle allait construire le moteur de la rédemption. Elle transporta le bloc jusqu'à son établi central et commença les mesures préliminaires. Même un bloc dit vierge nécessitait une vérification complète. Elle utilisa un alésomètre de précision pour mesurer le diamètre intérieur de chaque cylindre, vérifiant la circularité, l'ovalisation, les variations dimensionnelles. Les mesures montraient que le bloc était en excellent état, mais pas parfait. Il y avait de légères variations, de l'ordre de 20 micromètres, qui nécessiteraient un réalisage. Élise connaissait un seul endroit en France où ce travail serait fait avec le niveau de perfection qu'elle exigeait. Moteur Précision à Saint-Étienne, dirigé par un ancien ingénieur Renault Sport, nommé Jean-Pierre Bélanger. Jean-Pierre avait travaillé sur les moteurs de Formule 1 Renault dans les années 2000, et ses standards de qualité étaient légendaires dans le milieu. Elle emballa le bloc avec un soin méticuleux, le protégeant avec du film à bulles et de la mousse, et conduisit les 55 km jusqu'à Saint-Étienne un lundi matin. L'atelier de Jean-Pierre était situé dans une zone industrielle à la périphérie de la ville, un bâtiment moderne, avec des équipements de pointe. Jean-Pierre l'a reçu dans son bureau vitré qui donnait sur l'atelier principal. C'était un homme mince, d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts et des mains de chirurgien. Il examina le bloc pendant une bonne demi-heure, le tournant sur un établi rotatif, mesurant, inspectant, hochant la tête de temps en temps. « Élise, c'est un beau bloc. Un des derniers vrais Gordini. Je vais le réaliser à 1800 cm3 avec un alésage de 84 mm. Je vais utiliser notre alaiseuse CNC Sonnen avec une précision de 3 micromètres. Ensuite, je vais faire un honnage plateau pour obtenir une finition de surface parfaite. Ça va prendre 12 jours. 12 jours pendant lesquels Élise se concentra sur les autres composants critiques du moteur. Elle commanda un jeu de pistons forgés neuf auprès de Wiseco aux États-Unis, spécifiant exactement les mêmes spécifications que Thomas avait utilisées. Un taux de compression de 11:1, des segments de compression en acier traité, une géométrie de jupe optimisée pour réduire les frottements. Le coût était de 4 200 €. Les bielles en titane, celles que Thomas avait utilisées et qui étaient encore en bon état, furent envoyées à un atelier spécialisé de Clermont-Ferrand pour un équilibrage dynamique ultra précis. Chaque bielle fut pesée sur une balance analytique capable de mesurer au 10e de gramme,
puis usiner légèrement pour que toutes les bielles aient exactement la même masse, à moins d'1 gramme près. Cette étape était cruciale pour éviter les vibrations induites par un déséquilibre du système bielle-manivelle. Le vilebrequin, cette pièce maîtresse en acier nitruré, fut envoyé chez un spécialiste de la rectification pour vérifier qu'il était parfaitement droit et que ses portées de palier étaient dans les tolérances. Heureusement, le vilebrequin que Thomas avait acheté était de qualité exceptionnelle et ne nécessita qu'un polissage léger des portées. La culasse fut complètement reconditionnée. Élise l'emmena chez un préparateur de moteurs de compétition à Tours, un ancien mécanicien de Formule Renault nommé Didier, qui la démonta entièrement, remplaça tous les guides de soupape, rectifia les sièges avec une précision d'1 centième de millimètre, installa de nouveaux arbres à cames de compétition 4 cames et régla les soupapes avec des cales d'épaisseur. Le travail prit 3 semaines et coûta 6 800 €. Mais la pièce la plus critique de toute la reconstruction, celle qui ferait la différence entre le succès et la répétition du désastre de charade, était l'amortisseur de vibration torsionnelle. Élise savait exactement ce dont elle avait besoin. Elle contacta ATI Performance Product en Caroline du Nord, États-Unis, une entreprise mondialement reconnue pour ses amortisseurs harmoniques haute performance. Elle parla longuement avec un ingénieur d'ATI, un homme nommé Robert Chen, à qui elle expliqua en détail l'application, les caractéristiques du moteur, la puissance visée, environ 180 chevaux aux roues, le régime maximum, 8000 tours par minute, et surtout la masse très réduite du volant moteur ultra léger. Robert fit tourner des simulations par éléments finis, calculant les modes de vibration du vilebrequin avec cette configuration spécifique. 2 semaines plus tard, il rappela Élise avec ses recommandations. « Madame Moreau, nous avons terminé l'analyse. Pour votre application, je recommande notre amortisseur Super Damper avec fluide visqueux. C'est un système qui utilise une chambre remplie d'un silicone spécial très visqueux. Contrairement aux amortisseurs à élastomère, qui ne sont efficaces que dans une plage de régime étroite, notre système à fluide dissipe les vibrations torsionnelles sur toute la plage de fonctionnement, de 1000 à 8000 tours. Le coût est de 3 600 $ américains, soit environ 3 200 €, plus les frais de port et les taxes d'importation. » Élise commanda sans hésiter. L'amortisseur arriva 3 semaines plus tard par FedEx International, soigneusement emballé dans une caisse en bois avec de la mousse anti-choc. Quand Élise ouvrit la caisse et sortit l'amortisseur, elle fut frappée par la beauté de l'objet. Ce n'était pas juste une pièce mécanique, c'était une œuvre d'ingénierie. Le corps extérieur était en aluminium aéronautique usiné CNC, anodisé en noir avec le logo ATI gravé au laser. La surface était parfaitement lisse, les tolérances d'usinage visibles à l'œil nu, tellement elles étaient serrées. Elle le soupesa. Il était étonnamment lourd pour sa taille, environ 2,5 kg, à cause du silicone visqueux contenu dans la chambre interne. Elle le fit tourner doucement dans ses mains, sentant la résistance légère et progressive du fluide interne. C'était exactement ce dont le moteur avait besoin. Avec cet amortisseur, les vibrations torsionnelles seraient contrôlées, domptées, empêchées de créer la résonance destructrice qui avait condamné le premier moteur de Thomas. Élise posa l'amortisseur sur son établi et le contempla pendant un long moment, comme un général contemplant l'arme qui lui permettra de gagner la bataille décisive. Puis, elle se tourna vers le reste de l'atelier, vers tous les composants disposés et étiquetés, prêts pour le remontage. C'était le moment de vérité, le moment de transformer toutes ces pièces séparées en un moteur vivant, battant, puissant. Le remontage du moteur commença un lundi matin de mai, alors que le printemps lyonnais battait son plein et que les arbres le long de la Saône se paraient de feuilles d'un vert éclatant. Élise arriva à l'atelier à 6 heures du matin, bien avant que le soleil ne soit complètement levé. Elle avait mal dormi, trop excitée, trop nerveuse. C'était comme la veille de Noël quand on est enfant, cette impatience fébrile qui rend le sommeil impossible. Elle prépara son espace de travail avec un soin obsessionnel.
Elle étendit sur son établi principal une bâche blanche, stérile, celle qu'on utilise en chirurgie pour créer un champ opératoire propre. Elle organisa tous ses outils dans l'ordre exact où elle en aurait besoin, des clés dynamométriques calibrées, des tournevis de précision, des pinces spéciales, des extracteurs, des comparateurs. Elle avait fait une liste détaillée de toutes les étapes du remontage, dans l'ordre chronologique précis, avec les coupes de serrage spécifiques pour chaque boulon, les jeux à respecter pour chaque ajustement, les vérifications à effectuer à chaque étape. C'était une partition mécanique qu'elle allait jouer avec la précision d'un musicien virtuose. Elle commença par les fondations, l'installation des coussinets de palier de Vilebrequin dans le carter inférieur du bloc. Ces coussinets, des demi-lunes en alliage d'aluminium et d'étain avec une couche anti-friction, devaient être placés avec une précision absolue. Élise nettoya chaque logement de coussinet avec du solvant et une brosse en laiton, puis sécha le tout avec de l'air comprimé filtré. Elle installa les coussinets inférieurs, vérifiant qu'ils étaient bien assis dans leur logement, sans aucun jeu. Ensuite vint le moment crucial de l'installation du Vilebrequin. Elle le sortit délicatement de sa caisse de protection, ce bel arbre, en acier nitruré qui pesait presque 7 kilos, avec ses contrepoids équilibrés et ses portées de palier polies comme des miroirs. Elle lubrifia abondamment chaque portée avec une huile d'assemblage spéciale, Motul, une huile très visqueuse, additionnée de bisulfure de molybdène qui protégerait les surfaces pendant les premières secondes critiques du premier démarrage. Puis elle descendit le Vilebrequin dans le bloc, le positionnant avec précaution sur les coussinets inférieurs. Il s'assit avec un contact parfait, sans aucun bruit métallique, juste le chuchotement soyeux de l'acier contre l'alliage anti-friction. Élise installa les coussinets supérieurs, puis les chapeaux de palier, et commença le serrage des boulons. C'était une opération qui ne supportait aucune approximation. Elle utilisa sa clé dynamométrique électronique, un outil Snap-on qui coûtait 3 000 €, mais qui garantissait une précision de plus ou moins 1%. Les spécifications de serrage étaient de 75 Nm pour les boulons de palier, appliqués en 3 passes progressives de 25, 50, puis 75, pour assurer un assiette uniforme des chapeaux. Après chaque serrage, elle vérifiait la rotation libre du Vilebrequin en le faisant tourner à la main. Il devait tourner avec une résistance minimale, juste la friction naturelle des coussinets lubrifiés. Si à un quelconque moment elle sentait un point dur ou une résistance anormale, cela signifierait un problème d'alignement ou un coussinet mal installé, et il faudrait tout démonter et recommencer. Heureusement, tout se passa parfaitement. Le Vilebrequin tournait avec une fluidité divine, comme s'il flottait sur un coussin d'huile. Avant d'aller plus loin, Élise effectua une vérification critique des jeux de fonctionnement en utilisant la méthode du plastigage. C'était une technique qui consistait à placer un fil de plastique calibré entre le coussinet et la portée du Vilebrequin, à serrer le chapeau au couple spécifié, puis à démonter et mesurer l'écrasement du fil plastique pour déterminer le jeu réel. C'était fastidieux, ça prenait du temps, mais c'était la seule façon d'être absolument certain que les jeux étaient corrects. Élise fit cette vérification sur chaque palier. Les résultats furent excellents, des jeux variant entre 28 et 32 micromètres, exactement dans la plage recommandée de 25 à 35 micromètres pour un moteur haute performance. Satisfaite des paliers principaux, elle passa à l'installation des pistons et bielles. Chaque ensemble piston-bielle devait être assemblé avec un soin maniaque. Elle commença par installer les segments de compression sur les pistons. Il y avait 3 segments par piston, 2 segments de compression et un segment racleur d'huile. Chaque segment devait être positionné avec un décalage angulaire précis, les coupes des 3 segments formant un triangle équilatéral vu du dessus, pour éviter que les gaz de combustion ne puissent s'échapper par un alignement malheureux des coupes. Élise utilisa un outil spécial pour écarter les segments juste assez pour les glisser sur le piston, en faisant attention à ne pas les déformer. C'était un travail délicat qui nécessitait des mains stables et de la patience,
Ensuite, elle installa l'axe de piston, cette petite pièce cylindrique en acier trempé qui relie le piston à la bielle. L'axe flottait librement dans le piston et dans l'œil de la bielle, maintenu en position par de petits clips de sécurité. Chaque axe fut lubrifié généreusement avec l'huile d'assemblage. Puis vint le moment de faire entrer les pistons dans les cylindres. C'était toujours un moment de tension. Même avec un compresseur de segments, l'opération nécessitait de la force et de la précision. Élise utilisa un compresseur de segments professionnel, un collier métallique qui se resserre autour du piston pour comprimer tous les segments au diamètre intérieur du cylindre. Elle positionna le piston numéro 1, celui qui irait dans le premier cylindre, à l'avant du moteur, à l'entrée du cylindre correspondant. Elle s'assura que le marquage top sur la tête du piston était orienté vers l'avant du moteur. Puis, avec un manche de marteau en bois pour ne pas endommager quoi que ce soit, elle tapa délicatement sur la tête du piston, le poussant progressivement dans le cylindre. Les segments résistèrent un instant, puis cédèrent et se comprimèrent, permettant au piston de glisser dans le cylindre avec un sifflement satisfaisant. Une fois le piston à l'intérieur du cylindre, Élise guida la bielle correspondante vers sa position sur le maneton du vilebrequin. Elle installa le coussinet de tête de bielle, lubrifia abondamment, positionna le chapeau de bielle et serra les 2 boulons au couple spécifié de 45 Nm appliqués en 2 passes. Elle répéta cette opération pour les 3 autres pistons, travaillant méthodiquement, vérifiant et revérifiant chaque détail. Cela lui prit toute la journée, mais quand elle eut terminé, les 4 pistons étaient installés et le cœur du moteur était maintenant assemblé. Le vilebrequin, avec ses 4 bielles connectées, tournait librement, poussant et tirant les pistons dans un balai mécanique parfaitement synchronisé. Élise recula d'un pas, s'essuya le front avec le dos de sa main maculée d'huile et sourit. C'était beau. C'était parfait. Le lendemain, elle s'attaqua à la culasse. Cette pièce complexe, avec ses chambres de combustion usinées, ses sièges de soupape, ses guides, ses arbres à cames, ses ressorts, nécessitait un assemblage tout aussi minutieux. Élise commença par installer les soupapes une par une. Chaque soupape fut lubrifiée à la tige et glissée dans son guide. Puis vinrent les ressorts de soupape, ces ressorts double haute pression qui permettraient au moteur de monter jusqu'à 8000 tours par minute sans risque d'affolement des soupapes. Chaque ressort fut comprimé avec un outil spécial, permettant l'installation des coupelles et des demi-clavettes de retenue. C'était un travail répétitif, hypnotique presque, mais Élise aimait cette méditation mécanique. Une fois toutes les soupapes installées, elle monta les arbres à cames 4 cames. Ces arbres à cames haute performance avaient des profils de cames très agressifs, avec une levée de 11 mm et une durée de 290 degrés. Ils transformeraient le caractère du moteur, le rendant nerveux et explosif à haut régime, mais plus difficile à conduire à bas régime. C'était le compromis de la performance. Les arbres à cames furent positionnés dans leurs paliers usinés dans la culasse, et les chapeaux de palier furent serrés progressivement en croix pour assurer une charge uniforme. Ensuite, Élise régla les jeux aux soupapes. C'était une opération critique qui déterminait le timing exact d'ouverture et de fermeture de chaque soupape. Elle utilisa des cales de réglage de différentes épaisseurs, mesurant avec un jeu de cales d'épaisseur pour obtenir exactement 20 centièmes de millimètre à l'admission et 22 centièmes à l'échappement, conformément aux spécifications 4 cams pour une utilisation au-dessus de 7000 tours. Le réglage lui prit presque 3 heures, mais quand elle eut terminé, elle était certaine que chaque soupape ouvrirait et fermerait au moment exact où elle le devait. La culasse complètement assemblée, il était temps de la marier au bloc. Élise installa un joint de culasse neuf, un joint multicouche en acier et graphite qui assurerait l'étanchéité entre le bloc et la culasse même sous les pressions et températures extrêmes de la combustion. Elle positionna la culasse délicatement sur le bloc, alignant les trous de boulons. Puis, elle installa les 10 boulons de culasse
et commença le serrage. C'était probablement l'opération la plus critique de tout le remontage. Les boulons de culasse doivent être serrés dans un ordre spécifique, du centre vers l'extérieur, et en plusieurs passes progressives, pour assurer que la culasse s'assoie uniformément sur le bloc sans créer de zone de contrainte localisée. Élise suivit la procédure à la lettre. Première passe à 20 Nm, deuxième passe à 40, troisième passe à 60 et quatrième passe finale à 85 Nm, plus un quart de tour supplémentaire pour étirer légèrement les boulons et créer une précharge élastique. Une fois la culasse installée, le moteur commençait vraiment à ressembler à un moteur. Élise installa le cache-culbuteur, cette pièce en aluminium poli qui protégerait les arbres à cames et les ressorts de soupape. Puis elle s'attaqua au système périphérique. Le système d'injection Motec fut installé avec ses 8 injecteurs haute impédance, sa rampe d'alimentation en aluminium, son régulateur de pression de carburant, ses capteurs de température et de pression. Chaque connexion électrique fut faite avec soin. Chaque connecteur vérifié, chaque fil sécurisé avec des colliers de haute qualité. Le collecteur d'échappement en acier inoxydable, avec ses tubes 4 en 1 parfaitement soudés, fut boulonné à la culasse avec des joints d'échappement renforcés en graphite multicouche. Et puis vint le moment qu'Élise attendait depuis le début. L'installation de l'amortisseur harmonique ATI. Elle déballa l'amortisseur de son emballage protecteur et l'examina une dernière fois. C'était un bel objet, fonctionnel et esthétique à la fois. Elle le glissa sur le nez du vilebrequin, à l'avant du moteur, alignant soigneusement la clavette de positionnement avec la rainure du vilebrequin. L'ajustement était parfait, l'amortisseur glissant sur le vilebrequin avec juste la quantité de résistance appropriée, ni trop lâche, ni trop serré. Elle installa ensuite le boulon central de fixation, un boulon géant avec une tête de 19 mm et un pas de filetage fin. Elle sortit sa plus grosse clé dynamométrique, un modèle capable de mesurer jusqu'à 300 Nm, et serra le boulon au couple spécifié de 180 Nm. Quand elle eut terminé, elle fit tourner manuellement le vilebrequin par le boulon central de l'amortisseur. Le moteur tourna avec une fluidité remarquable. Mais plus important encore, Élise pouvait sentir même à la main que le comportement du vilebrequin était différent. Il y avait une certaine inertie dans le mouvement, une sensation de masse contrôlée, comme si le vilebrequin nageait dans un fluide visqueux. C'était exactement l'effet que l'amortisseur était censé produire. Les vibrations torsionnelles seraient absorbées, dissipées dans la matrice de silicone de l'amortisseur, empêchées de se propager au bloc. Elle recula d'un pas et contempla son œuvre. Le moteur était terminé, du moins l'assemblage de base l'était. Il restait encore quelques accessoires à installer. La pompe à eau, l'alternateur, les courroies d'entraînement, le système de refroidissement. Mais le cœur était là, battant en puissance, même s'il n'avait pas encore tourné. C'était magnifique. Les 2 semaines suivantes furent consacrées à l'installation du moteur dans l'Alpine et à tous les raccordements nécessaires pour le faire fonctionner. Avec l'aide de Marc Dubois, qui était devenu un allié précieux dans ce projet, et de 2 autres mécaniciens de l'atelier Moteur Précision, Élise souleva le moteur avec un palan hydraulique, le positionna avec une précision millimétrique au-dessus du compartiment moteur de l'Alpine et le descendit lentement, guidant les cylindres blocs de fixation moteur dans leur support sur le châssis. C'était un moment de tension extrême. Un faux mouvement, et le moteur pourrait heurter le châssis, endommageant la peinture ou pire, déformant une pièce structurelle. Mais tout se passa parfaitement. Le moteur se glissa dans son compartiment comme une main dans un gant sur mesure. Les fixations s'alignèrent parfaitement et les boulons de montage furent serrés sans problème. Ensuite vinrent les raccordements. Le système électrique, avec ses dizaines de câbles, chaque connexion vérifiée avec un multimètre pour s'assurer de la continuité et de l'absence de court-circuit. Le système de refroidissement, avec ses durites en silicone haute température, son radiateur d'huile, sa pompe à eau électrique additionnelle pour assurer une circulation même au ralenti.
Le système d'alimentation en carburant, avec sa pompe haute pression Bosch, ses durites tressées en acier inoxydable, son filtre à essence haute performance. Le système d'échappement connecté au collecteur avec des colliers en acier inoxydable et des joints graphite. Élise travailla 15 heures par jour pendant 2 semaines, vérifiant et revérifiant chaque détail, ne laissant aucune place au hasard. Enfin, un samedi matin de juin, alors que l'été lyonnais s'installait avec des températures déjà élevées, le moteur fut prêt pour son premier démarrage. Élise avait à peine dormi la nuit précédente, trop nerveuse, trop excitée. C'était le moment de vérité. Soit le moteur démarrerait et fonctionnerait comme prévu, validant 6 mois de travail acharné, soit quelque chose clocherait et il y aurait un problème catastrophique qui justifierait tous ses doutes. Marc Dubois était présent, ainsi que Jean-Pierre Bélanger qui avait fait le déplacement depuis Saint-Étienne, curieux de voir le résultat de son travail de réalisage. Françoise était là aussi, debout près de la porte de l'atelier, les mains jointes devant elle, le visage tendu par l'anxiété. Élise s'installa dans le siège baquet de l'Alpine, ajusta sa position, boucla le harnais de sécurité par réflexe, même si la voiture ne bougerait pas, et posa ses mains sur le volant. Elle prit une profonde inspiration, sentit le cuir du volant sous ses paumes, regarda les instruments du tableau de bord. Manomètre de pression d'huile, thermomètre de température d'eau, compte-tours, voltmètre. Tous au repos pour l'instant, attendant que le moteur prenne vie. Elle tourna la clé de contact en position accessoire. Les instruments s'illuminèrent. Elle entendit le clic de la pompe à carburant électrique qui se mettait en marche, commençant à pressuriser le circuit. Elle attendit 10 secondes, laissant la pression se stabiliser. Puis elle tourna la clé en position démarrage. Le démarreur électrique se mit à tourner, entraînant le vilebrequin avec son bruit caractéristique. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et puis, comme un miracle mécanique, les 4 cylindres prirent vie simultanément. Le son qui emplit l'atelier n'était pas un rugissement agressif, mais un grondement grave, régulier, profond. Ce ronronnement caractéristique d'un 4 cylindres bien équilibré, avec juste cette note métallique distinctive des arbres à cames haute performance. Le compte-tours bondit à 1200 tours, puis se stabilisa rapidement à 1000 tours pile. Le manomètre de pression d'huile grimpa immédiatement à 4 bars. La température commença à monter progressivement. Élise maintint le régime stable, n'osant pas toucher l'accélérateur, écoutant avec une attention absolue chaque son, chaque vibration, chaque nuance du moteur. Pas de claquement, pas de cognement, pas de sifflement anormal. Juste le son pur de l'aluminium, du titane et de l'acier travaillant en parfaite harmonie. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise, mais elle les laissa couler cette fois. Marc s'approcha de la voiture, posa sa main sur le capot moteur, sentant les vibrations. Il se tourna vers Élise avec un sourire énorme. « C'est parfait, Élise. Absolument parfait. Écoute-moi ça. Pas une seule vibration parasite. Ton amortisseur fait exactement ce qu'il est censé faire. » Élise laissa le moteur tourner au ralenti pendant 20 minutes complètes, vérifiant constamment tous les paramètres. La pression d'huile restait stable à 4 bars. La température de l'eau monta progressivement jusqu'à 90 degrés puis se stabilisa, le thermostat s'ouvrant et le système de refroidissement faisant son travail. Pas de fuite d'huile, pas de fuite de liquide de refroidissement, pas de fumée suspecte. Après 20 minutes, elle décida de tester une accélération légère. Elle appuya doucement sur la pédale d'accélérateur. Le moteur répondit instantanément, le régime montant avec une linéarité parfaite. 1500 tours, 2000, 2500. Le son changeait de caractère à mesure que le régime montait, devenant plus aigu, plus urgent, mais toujours parfaitement régulier. À 3000 tours, elle relâcha l'accélérateur. Le moteur redescendit au ralenti en douceur, sans à-coups, sans rater. Jean-Pierre applaudit doucement. « Madame Moreau, ce moteur est une œuvre d'art. Votre mari serait fier. » Élise coupa le contact. Le moteur s'arrêta avec un soupir doux.
et le silence qui envahit l'atelier fut rompu par Françoise qui s'approcha, les joues mouillées de larmes. Elle posa sa main sur l'épaule d'Élise. « Il avait raison, » murmura-t-elle. « Mon Thomas avait raison depuis le début. » Élise sortit de la voiture et serra sa belle-mère dans ses bras. « Oui, Françoise, il avait raison. Et maintenant, je vais le prouver au monde entier. » Les 2 semaines suivantes, Élise consacra chaque jour à roder le moteur et à préparer l'Alpine pour ce qui allait être l'épreuve ultime. Le rodage était une phase critique. Un moteur neuf doit être utilisé progressivement, permettant aux segments de piston de s'asseoir correctement dans les cylindres, aux coussinets de se conformer aux portées du vilebrequin, à toutes les pièces mobiles de trouver leur équilibre. Élise suivit une procédure de rodage stricte. Les 100 premiers kilomètres, elle ne dépassa jamais 4000 tours par minute, variant constamment le régime pour éviter que les pièces ne s'usent de manière inégale. Elle conduisit l'Alpine sur des routes de campagne autour de Lyon, évitant l'autoroute, changeant de rapport fréquemment, accélérant et décélérant de manière progressive. Après 100 kilomètres, elle ramena l'Alpine à l'atelier, vida l'huile de rodage qui contenait toutes les particules métalliques microscopiques générées par l'usure initiale des pièces, installa un filtre à huile neuf et remplit le carter avec de l'huile synthétique Motul 10W60 haute performance. Pour les 150 km suivants, elle éleva progressivement le régime maximum, atteignant 5000, puis 6000 tours. Le moteur répondait magnifiquement, chaque montée en régime étant accompagnée d'un grondement de plus en plus puissant. Après 250 km de rodage, Élise décida qu'il était temps de tester le moteur à son régime maximum sur une route sûre. Elle choisit une longue ligne droite déserte sur une route départementale isolée dans les monts du Lyonnais, un dimanche à 6 heures du matin quand il n'y avait absolument aucun trafic. Marc l'accompagna, installé sur le siège passager avec un ordinateur portable connecté à l'ECU Motec pour enregistrer tous les paramètres moteurs en temps réel. Élise positionna l'Alpine au début de la ligne droite, vérifia qu'il n'y avait personne et enfonça l'accélérateur à fond. L'Alpine bondit en avant avec une violence qui la plaqua contre son siège. La première vitesse fut expédiée en moins de 3 secondes, le moteur hurlant jusqu'à 7500 tours avant qu'elle ne passe la deuxième. La deuxième vitesse, la troisième, la quatrième. Le compteur de vitesse grimpait de façon hallucinante. 140, 160, 180 km/h. Le moteur chantait sa symphonie mécanique à plein volume, un son pur et violent qui faisait vibrer tout le châssis. Et surtout, pas la moindre vibration anormale, pas le moindre signe de faiblesse. L'amortisseur harmonique faisait son travail, contrôlant les vibrations torsionnelles, même à cette sollicitation extrême. Élise leva le pied de l'accélérateur et freina progressivement, ramenant l'Alpine à une vitesse raisonnable. Elle se gara sur le bas-côté, coupa le moteur et se tourna vers Marc. « Alors ?» Marc regardait son écran d'ordinateur faisant défiler les graphiques et les données. Son visage s'illumina d'un sourire. « Élise, c'est parfait. Regarde ça. » Il tourna l'écran vers elle. Les courbes montraient la pression d'huile, la température, le régime moteur, l'avance à l'allumage, la richesse du mélange. Tout était dans les paramètres idéaux. Aucune anomalie, aucun pic de pression anormal, aucune surchauffe. Et surtout, l'analyse spectrale des vibrations montrait que les vibrations torsionnelles étaient maintenues à des niveaux extrêmement bas sur toute la plage de régime. Ce moteur est prêt pour la compétition, Élise. Il est prêt pour Charade. Élise sentit son cœur battre plus fort. Charade, le circuit où tout s'était effondré pour Thomas. Le circuit où elle allait maintenant retourner pour terminer ce qu'il avait commencé. Elle sortit son téléphone et composa le numéro du secrétariat de l'organisation des 24 heures de Charade. Quand on décrocha, elle dit d'une voix claire et déterminée « Bonjour, je voudrais inscrire mon véhicule pour la prochaine édition des 24 heures de Charade. Une Renault Alpine A110 de 1800 cm3,
catégorie légende. La nouvelle qu'Élise Moreau, la veuve de Thomas Moreau, allait courir à Charade avec la même Alpine qui avait explosé catastrophiquement 2 ans auparavant, se répandit dans la communauté automobile française comme une traînée de poudre. Les forums Internet s'enflammèrent. Les groupes Facebook de passionnés d'Alpine débattaient avec passion. Certains disaient que c'était de la folie, que la femme allait répéter l'erreur de son mari et causer un autre accident. D'autres, plus compatissants, disaient qu'il était touchant de voir quelqu'un essayer de racheter la mémoire d'un être cher, même si c'était probablement voué à l'échec. Mais il y avait aussi un petit groupe, formé principalement d'ingénieurs et de mécaniciens techniques, qui suivaient l'histoire avec un intérêt professionnel. Ils avaient entendu parler des modifications qu'Élise avait apportées, de l'amortisseur harmonique spécialisé, de l'analyse vibratoire. Et ils commençaient à se demander si peut-être, juste peut-être, Thomas Moreau n'avait pas été aussi négligent qu'on l'avait cru. Un de ceux qui suivaient l'histoire de près était Philippe Garnier, le préparateur de Grenoble qui avait été un concurrent de Thomas. Philippe avait lu sur les forums les détails techniques de la reconstruction, et quelque chose dans l'explication des vibrations torsionnelles avait fait tilt dans son esprit. Il se souvenait maintenant d'un client, des années auparavant, qui avait eu un problème similaire avec un moteur BMW préparé. À l'époque, Philippe n'avait pas compris ce qui s'était passé. Mais maintenant, avec le recul et cette nouvelle information, il commençait à réaliser qu'il avait peut-être condamné Thomas injustement. Le jour de la course arriva. C'était un samedi de juillet, sous un ciel parfaitement bleu, avec une température qui promettait d'atteindre 32 degrés dans l'après-midi. Le circuit de Charade, niché dans les montagnes volcaniques d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand, était un tracé légendaire, mais exigeant. 8 kilomètres de virages serrés, de dénivelés brutaux, de lignes droites rapides. Un circuit qui ne pardonnait aucune erreur mécanique. Élise arriva au paddock à 7 heures du matin, conduisant l'Alpine sur une remorque tractée par une camionnette de location. Marc Dubois l'accompagnait, ainsi que Jean-Pierre Bélanger et, à la surprise d'Élise, Monsieur Bertrand, le vieil assistant de Thomas qui avait insisté pour être présent. Françoise était là aussi, assise sur le siège passager de la camionnette, silencieuse mais déterminée. Quand Élise déchargea l'Alpine de la remorque et roula lentement vers l'emplacement qui lui avait été attribué dans le paddock, un murmure parcourut la foule déjà assemblée. Les gens reconnaissaient la voiture, cette livrée bleue distinctive, et les commentaires commençaient. C'est elle. C'est l'Alpine de Moreau. Elle a du cran de revenir ici, où elle est complètement folle. Élise ignora les regards et les chuchotements. Elle gara l'Alpine, coupa le moteur et commença ses vérifications d'avant-course. Pression des pneus, niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, serrage des roues. Chaque point de la checklist fut vérifié méthodiquement. C'est alors qu'une voix familière retentit derrière elle. Alors, Madame Moreau est venue nous montrer comment faire exploser un moteur en direct. Élise se retourna et se retrouva face à Philippe Garnier. Il était là, bras croisés, mais son expression n'était pas aussi arrogante qu'elle s'y attendait. Il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux. De l'incertitude, peut-être. « Monsieur Garnier, » répondit Élise calmement, « je suis venu terminer ce que mon mari a commencé. Et contrairement à ce que vous semblez penser, mon mari n'a jamais fait exploser un moteur par négligence. Il a été victime d'un phénomène physique que pratiquement personne ne comprenait à l'époque, y compris vous. » Philippe fronça les sourcils. « Un phénomène physique? De quoi tu parles ?» Élise décida de prendre quelques minutes pour expliquer. Elle décrivit les vibrations torsionnelles, l'effet du volant ultra léger, l'importance de l'amortisseur harmonique adapté. Elle parla avec la passion d'une ingénieure, expliquant un problème technique complexe. Philippe écouta en silence, et à mesure qu'Élise parlait, son expression changeait. La compréhension se faisait jour sur son visage. Quand Élise eut terminé, Philippe resta silencieux pendant un long moment, puis il dit d'une voix basse « J'ai eu un client avec un problème similaire il y a 5 ans. Un moteur qui a cassé de manière inexplicable. J'ai dit au client que c'était sa faute,
qu'il avait trop poussé le moteur. Mais maintenant je me demande si c'était la même chose. Si je me suis trompé. Élise hocha la tête. La mécanique est une science en constante évolution, monsieur Garnier. On apprend tous. L'important est de reconnaître quand on ne sait pas quelque chose. Philippe la regarda longuement, puis tendit la main. Bonne chance aujourd'hui, Madame Moreau. J'espère sincèrement que vous allez prouver que Thomas avait raison. Élise serra sa main, surprise mais reconnaissante de ce geste. La course commençait à 10 heures. C'était une épreuve d'endurance de 6 heures, avec des voitures de différentes catégories partant ensemble. L'Alpine d'Élise était dans la catégorie légende, réservée aux voitures historiques préparées. Il y avait 15 voitures dans sa catégorie, des Porsche 911, des Lotus Elise, quelques autres Alpines. Élise enfila sa combinaison de course, un modèle Sparco bleu assorti à la couleur de l'Alpine. Elle attacha ses cheveux, mit son casque intégral à rail et grimpa dans la voiture. Elle boucla son harnais 6 points, ajusta ses rétroviseurs, vérifia une dernière fois que tous les instruments fonctionnaient. Son cœur battait à 100 à l'heure, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'excitation pure, mêlée à un sentiment de but, de mission. Elle allait faire ça pour Thomas, pour laver son nom, pour prouver au monde entier que Thomas Moreau n'avait jamais été négligent. Les voitures furent guidées vers la grille de départ. L'Alpine était positionnée en 10e position, en milieu de grille. Élise démarra le moteur, ce grondement familier qui était maintenant comme une musique réconfortante à ses oreilles. Le starter leva le drapeau vert. Les moteurs rugirent, et puis le drapeau descendit. Élise relâcha l'embrayage et enfonça l'accélérateur. L'Alpine bondit en avant, les pneus Michelin accrochant parfaitement l'asphalte chaud. Le premier virage arriva rapidement, un virage à droite serré. Élise freina fort, rétrograda en deuxième, tourna le volant. L'Alpine plongea dans le virage avec une précision chirurgicale, le différentiel à glissement limité répartissant parfaitement la puissance entre les roues arrière. Elle sortit du virage en accélérant fort, dépassant une Lotus qui avait pris le virage trop prudemment. Les 20 premières minutes de course furent intenses. Élise se concentrait entièrement sur la conduite, sur le tracé, sur les autres voitures autour d'elle. Mais une partie de son esprit restait constamment à l'écoute du moteur, attentive au moindre son anormal, à la moindre vibration suspecte. Rien. Le moteur tournait comme une horloge suisse, montant et descendant en régime avec une linéarité parfaite, répondant instantanément à chaque sollicitation de l'accélérateur. Après 1 heure de course, Élise avait trouvé son rythme. Elle connaissait maintenant chaque virage du circuit, chaque point de freinage, chaque apex. Elle avait remonté jusqu'à la 6e position dans sa catégorie, dépassant méthodiquement les voitures plus lentes. Le moteur chantait sa symphonie à plein volume, montant régulièrement jusqu'à 7500 tours à chaque changement de rapport. Et pas la moindre défaillance, pas le moindre signe de faiblesse. Après 2 heures, elle s'arrêta au stand pour un ravitaillement rapide. Marc était là avec un bidon d'essence et une bouteille d'eau. « Tout va bien » cria-t-il par-dessus le bruit des moteurs. « Parfait » répondit Élise. « Le moteur est parfait !» Elle repartit après seulement 40 secondes d'arrêt, replongeant dans la bataille. Les heures s'écoulèrent. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Élise conduisait maintenant dans un état de concentration presque méditatif, son corps et l'Alpine ne faisant qu'un, réagissant instinctivement à chaque courbe, à chaque dénivelé. Le moteur continuait de fonctionner parfaitement, la température restant stable à 92 degrés, la pression d'huile à 4 bars. Finalement, après 6 heures de course intense sous le soleil d'Auvergne, le drapeau à damier descendit. Élise franchit la ligne d'arrivée en 4e position dans sa catégorie, mais la position n'avait aucune importance. Ce qui importait, c'était que l'Alpine avait terminé. Le moteur avait tenu. Pendant 6 heures, il avait fonctionné à plein régime, sollicité au maximum, et il n'avait pas failli, pas une seule fois.
Élise ramena l'Alpine au paddock au ralenti, et quand elle coupa le moteur, le silence qui suivit fut rompu par une salve d'applaudissements. Une petite foule s'était assemblée autour de son emplacement. Marc, Jean-Pierre, Monsieur Bertrand, Françoise, mais aussi des inconnus, des spectateurs, d'autres pilotes, des mécaniciens. Tous applaudissaient. Élise sortit de la voiture, enleva son casque et fut immédiatement serrée dans les bras de Françoise qui sanglotait ouvertement. « Il avait raison, répétait-elle. Mon Thomas avait raison. » Monsieur Bertrand s'approcha, les yeux rouges. « Madame, vous avez rendu sa dignité à Monsieur Thomas, merci, merci infiniment. » Et puis Philippe Garnier fendit la foule. Il s'approcha d'Élise, et devant tout le monde, il dit d'une voix forte « J'aimerais présenter mes excuses publiques à la mémoire de Thomas Moreau. J'ai eu tort de douter de son travail. J'ai eu tort de contribuer à sa mauvaise réputation. Madame Moreau a prouvé aujourd'hui que Thomas était un mécanicien exceptionnel qui a simplement été victime d'un problème technique que personne ne comprenait à l'époque. » La foule applaudit à nouveau. Élise sentit les larmes couler sur ses joues, mais cette fois c'étaient des larmes de joie, de soulagement, de justice enfin rendue. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. La vidéo de la course avait été postée sur YouTube par plusieurs spectateurs et elle devint virale dans la communauté automobile française. Les commentaires étaient en majorité positifs, admiratifs. L'histoire de l'ingénieur qui avait lavé le nom de son mari décédé touchait les cœurs. Les magazines automobiles spécialisés demandèrent des interviews. Auto Hebdo publia un article de 4 pages intitulé « La rédemption de l'Alpine bleue ». Classic & Sports Car fit un reportage photo complet. Élise accepta quelques interviews, utilisant chaque occasion pour expliquer le phénomène technique des vibrations torsionnelles, pour éduquer la communauté, pour s'assurer que d'autres préparateurs ne commettraient pas la même erreur que Thomas avait faite innocemment. Mais ce qui toucha Élise, plus que toute la couverture médiatique, fut un appel qu'elle reçut un mercredi après-midi, 2 semaines après Charade. C'était un jeune homme nommé Antoine, 25 ans, qui travaillait comme assistant dans un garage de camions à Villeurbanne. « Madame Moreau, commença-t-il timidement, j'ai vu votre course à Charade. J'ai lu les articles sur ce que vous avez fait, et je me demandais si vous accepteriez de prendre un apprenti. Je rêve d'apprendre la préparation de moteurs, mais tous les ateliers de la région ne veulent que des hommes, et j'ai pensé que peut-être vous seriez différente. » Élise resta silencieuse un moment, touchée par cet appel. Elle pensa à toutes les fois où elle-même avait été sous-estimée à cause de son genre, à toutes les barrières qu'elle avait dû franchir. Et elle pensa à Thomas, qui avait toujours été généreux avec son savoir, toujours prêt à enseigner. « Antoine, tu connais l'atelier de Vèze ? Viens samedi à 8 heures. On va commencer par les bases de l'analyse vibratoire. Apporte un cahier. » Quand elle raccrocha, Françoise, qui était venue lui rendre visite dans l'atelier, lui demanda « Tu vas prendre des élèves ?» Élise regarda autour d'elle, l'atelier qui avait été le sanctuaire secret de Thomas, l'endroit où il s'était battu seul contre l'incompréhension et le jugement. Et elle eut une vision. « Non, Françoise, je vais faire mieux que ça. Je vais ouvrir une école. » Dans les mois qui suivirent, l'atelier de Vèze fut transformé. Élise vida ce qui restait de son compte épargne, prit un prêt bancaire en utilisant l'Alpine comme garantie, et investit tout dans la création d'un véritable centre de formation technique. Elle acheta des établis de travail professionnel d'occasion à une usine de Villefranche qui fermait. Elle installa un éclairage LED industriel au plafond. Elle construisit des étagères métalliques pour organiser les outils et les pièces pédagogiques. Et surtout, elle constitua une collection impressionnante de moteurs démontés qui serviraient de matériel d'étude. Il y avait un 4 cylindres Renault, un V6 PSA, un moteur diesel de camion Mercedes, un boxer Subaru et même un rotatif Mazda RX-8 que personne ne savait vraiment comment réparer, mais qui était parfait pour enseigner les principes de combustion.
Le nom de l'école fut choisi lors d'une soirée où Élise et Françoise étaient assises dans le petit bureau de l'atelier, buvant du thé et regardant les plans d'aménagement. Françoise suggéra simplement « École technique Thomas Moreau ». Un nom qui honore le passé, mais regarde vers l'avenir, qui porte la mémoire de l'homme, mais aussi la promesse d'une connaissance nouvelle, scientifique, basée sur la physique et l'ingénierie qu'il n'avait pas eue. Élise sourit, les larmes aux yeux. « C'est parfait, Françoise. C'est exactement ça. » La première promotion de l'école technique Thomas Moreau commença en septembre, 6 mois après Charade. Il y avait 6 élèves. Antoine, le jeune homme de Villeurbanne, qui avait fait l'appel initial. 2 jeunes femmes de Lyon, Camille et Sophie, qui travaillaient dans des concessions comme réceptionnistes, mais rêvaient d'entrer dans le domaine technique. Un homme de 45 ans nommé Éric, qui avait été licencié d'une métallurgie et cherchait à se reconvertir. Une adolescente de 18 ans nommée Léa, qui venait de terminer le lycée et voulait travailler dans la course automobile. Et à la surprise d'Élise, un homme de 60 ans nommé Bernard, retraité, qui disait simplement qu'il avait toujours voulu comprendre comment fonctionnaient les moteurs et qu'il n'était jamais trop tard pour apprendre. C'étaient des personnes différentes, avec des parcours différents, mais toutes unies par la même soif d'apprendre vraiment, de comprendre non seulement le comment, mais le pourquoi. Élise structura le cours en modules alternants, théorie et pratique. Le matin, théorie dans une salle de classe qu'elle avait aménagée à l'étage de l'atelier. Thermodynamique appliquée aux moteurs à combustion. Analyse des vibrations mécaniques. Métallurgie de base pour comprendre la fatigue des matériaux. Électronique automobile moderne. Diagnostic de panne avec équipement de pointe. L'après-midi, pratique dans l'atelier. Démontage et remontage de moteurs. Mesure de composants avec des instruments de précision. Équilibrage d'ensemble rotatif, réglage de systèmes d'injection électronique. Elle ne voulait pas former des simples changeurs de pièces qui suivent aveuglément un manuel. Elle voulait former des mécaniciens pensants, capables de diagnostiquer des problèmes complexes en utilisant la logique, la physique, l'observation. L'Alpine bleue resta garée en permanence dans l'atelier, dans une position d'honneur près de l'entrée. Élise fit installer une plaque de bronze sur le pare-choc avant Renault Alpine A110 1973, préparée par Thomas Moreau, reconstruite par Élise Moreau. Symbole que tout problème technique a une explication scientifique. Cette voiture n'était plus simplement un véhicule. C'était un monument à la persévérance, à la recherche de vérité, à l'idée que l'honneur se reconstruit avec la connaissance et le travail acharné. À la fin du premier semestre, quelque chose de remarquable se produisit. Philippe Garnier, le préparateur de Grenoble, qui avait présenté ses excuses publiques à Charade, apparut à l'atelier un vendredi soir. Il resta debout à l'entrée, observant les élèves qui travaillaient sur leur projet. Puis il s'approcha d'Élise. « Madame Moreau, je suis venu vous demander si vous accepteriez un élève supplémentaire. Quelqu'un qui a beaucoup à apprendre sur l'humilité et la science. » Élise le regarda, surprise. « Philippe, à votre âge, vous voulez redevenir élève. » Philippe hocha la tête. « À 52 ans, j'ai réalisé que je ne sais pas tout. Votre histoire avec Thomas me l'a montré de la manière la plus douloureuse. Je veux apprendre. Je veux comprendre ce que j'ai manqué pendant toutes ces années. » Élise sourit et lui tendit la main. « Il y a une place libre au 4e établi. Bienvenue à l'école. » Et c'est ainsi, mes chers amis, que l'école technique Thomas Moreau devint rapidement une référence dans la région lyonnaise. Les promotions grandirent. 8 élèves, 12, 15, 20. La deuxième année, Élise dut organiser les cours en 2 sessions, matin et après-midi, pour accueillir tout le monde. Les personnes qui passaient par l'école trouvaient du travail dans des ateliers spécialisés, des concessions, des équipes de course. Camille, une des premières élèves, ouvrit son propre atelier de préparation à Saint-Étienne et travaillait maintenant pour des clients de toute la France. Antoine obtint un poste d'ingénieur chez Renault Sport, dans le département développement moteur.
Sophie devint chef mécanicienne dans une équipe de rallye. Léa fut embauchée par une écurie de GT française. Mais l'impact le plus profond de l'école n'était pas dans les statistiques d'emploi. Il était dans les transformations personnelles, dans ces moments où un élève comprenait soudain un concept complexe, où quelqu'un réussissait à diagnostiquer une panne que personne d'autre n'avait pu identifier, où la connaissance se transmettait et se multipliait. L'atelier qui avait gardé un secret douloureux pendant 2 ans était maintenant un espace de lumière, d'opportunité, d'espoir. Un dimanche matin, presque 2 ans après la course de charade, Élise était seule dans l'atelier, faisant l'entretien de l'Alpine comme elle le faisait régulièrement. Elle entendit des pas et se retourna pour voir Françoise qui entrait, portant un plateau avec du café et des pains au chocolat. « Ma chérie, dit Françoise en posant le plateau, je voulais te dire quelque chose. » Élise se redressa, s'essuya les mains sur un chiffon. « Oui ?» Françoise s'approcha de l'Alpine et posa sa main sur la carrosserie bleue, cette caresse douce de quelqu'un qui a fait la paix avec le passé. « Thomas serait incroyablement fier de toi. Non seulement pour avoir réparé cette voiture, non seulement pour avoir prouvé qu'il avait raison, mais surtout pour avoir transformé sa douleur en quelque chose de beau, de constructif, qui aide tant de personnes. C'est ça, le vrai héritage d'un maître. » Élise serra Françoise dans ses bras, sentant l'odeur familière de savon de Marseille et de lavande. Et à ce moment, elle comprit quelque chose de fondamental. La vraie rédemption de Thomas Moreau n'avait pas eu lieu sur le circuit de charade, même si cette victoire avait été importante. La vraie rédemption se passait ici, chaque jour, chaque fois qu'un élève comprenait un nouveau principe, chaque fois que quelqu'un diagnostiquait une panne complexe avec succès, chaque fois que la connaissance se multipliait et atteignait des personnes qui autrement n'auraient jamais eu cette chance. L'Alpine bleue restait là, brillante et silencieuse, non plus comme un symbole de honte ou d'échec, mais comme un professeur permanent. Elle rappelait à tous que la physique ne ment jamais, que la science n'a pas de préjugés et que parfois la plus grande preuve d'amour qu'on peut donner à ceux qui nous ont précédés n'est pas de défendre aveuglément leur choix, mais de comprendre profondément leur réussite, de corriger avec respect leurs erreurs inévitables et de transformer leurs leçons en pont pour que d'autres puissent aussi traverser. Et ainsi, dans l'atelier qui avait un jour abrité seulement la poussière et le silence, l'héritage de Thomas Moreau continuait de vivre, de grandir, de se multiplier, prouvant que la vraie connaissance ne meurt jamais. Elle attend simplement la bonne personne pour la ressusciter et la partager avec le monde. Et toi, mon ami qui as suivi cette histoire jusqu'au bout, dis-moi dans les commentaires si tu crois que la vérité technique peut vraiment laver l'honneur d'une personne, même après sa mort. Est-ce que tu aurais eu le courage d'Élise de reconstruire ce moteur et de retourner sur ce circuit? Partage ton avis, ta propre expérience, si tu en as une similaire. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à Elzo Moteur, parce qu'ici, on raconte des histoires où la mécanique rencontre l'émotion, où la science rencontre le cœur humain, où chaque moteur qui tourne porte en lui une leçon de vie qui mérite d'être partagée. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, parce que le monde de l'automobile est rempli de récits extraordinaires qui attendent d'être racontés. Et souviens-toi toujours que derrière chaque machine, il y a une histoire humaine, un rêve, une passion, parfois une douleur, mais toujours une leçon à apprendre. À très bientôt pour une nouvelle histoire chez Elzo Moteur, où les femmes et les moteurs écrivent leur propre légende.